L'objectif principal, c'était d'avoir une revue globale de la situation de notre zone monétaire. Les chefs d'État ont eu des rapports, en fait, une analyse globale de la situation économique de l'Union. Et la conférence est notamment félicitée de la résilience de nos économies, des économies de la zone, dont le taux de croissance est prévu aux alentours de 7% pour 2023. Les chefs d'État ont également pris note des multiples efforts déployés par les États membres pour préserver le pouvoir d'achat des populations face au renchérissement en fait des coûts des produits alimentaires, notamment dû à des chocs exogènes que nous vivons aujourd'hui. Donc les chefs d'État ont décidé que le Mali réintègre pleinement les institutions, les différents organes en fait du LEMOA. Quid de la question relative aux réformes? Que le président de la République a souhaité que ce soit un sujet qui soit traité avec diligence pour qu'on s'assure que nous ayons une cohérence globale et que cela puisse accélérer la mise en œuvre en fait de notre intégration sous-régionale. Il a été décidé par la conférence des chefs d'État de mettre en place une troïka présidentielle constituée des présidents Mbalo de Guinée-Bissau, du président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et du président Patrice Talon du Bénin. Cette troïka présidentielle va travailler et revenir sous 60 jours avec un plan d'action concret et un plan d'action précis sur ce que nous devons faire d'un point de vue sécuritaire. Sur la question de la monnaie unique, une question également importante, les chefs d'État ont pris acte du fait que nous avons connu un certain retard et donc ont instruit les différents gouverneurs, donc gouverneurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour travailler en fait sur un plan d'action précis et concret pour aller vers cette monnaie commune. J'ai pu avoir donc l'occasion d'échanger avec son Excellence de la situation donc, du portefeuille, l'ensemble des programmes que notre institution conduit avec les autorités du Bénin pour les populations donc, béninoises. Bien entendu, la qualité du programme ne suffit pas à elle seule. Nous avons pu échanger aussi sur les dispositions qu'il faut prendre pour faire en sorte que ce programme puisse aller de l'avant, en particulier les propositions qui permettraient donc de renforcer donc la mobilisation des ressources et faire en sorte que ce programme puisse avoir le maximum d'impact pour les populations. Au-delà donc de ces échanges, bien entendu, pour un début donc de mission, il va de soi que les conseils d'usage sont toujours utiles. Je suis très ravi donc de cette audience et je suis très enchanté donc de commencer et surtout de poursuivre donc ce partenariat que donc notre institution entretient avec le Bénin. Le Bénin est connu pour être un pays stable, une très bonne réputation donc de gestion macroéconomique et aussi en matière donc de gouvernance sur tous les plans. Nous avons bien entendu dans le passé conduit des missions dans le cadre des opérations de la Banque mondiale ici au Bénin. Cela remonte à quelques années, mais le Bénin que j'ai découvert donc depuis quelques semaines est bien différent. Nous avons un pays qui se modernise énormément, qui va à une vitesse extraordinaire et nous pensons que nous serons en mesure donc d'accompagner ce processus de modernisation de l'économie et surtout de la société béninoise. De par notre service, nous sommes en permanence en alerte pour lutter contre la fraude. De par notre situation géographique, à savoir les Hauts-Collines, nous constituons un point névralgique pour tout courant de fraude, que ce soit le Nigeria, le géant de l'Est ou le Togo. D'autres courants de fraude quand même sont notés de part et d'autre. Et c'est ici l'occasion quand même de remercier le directeur général des douanes, de remercier notre ministère de tutelle, de remercier le chef de l'État qui n'arrête pas quand même de déployer des moyens à notre disposition pour nous accompagner. Ils mettent par exemple les graines de soja ARA dans des véhicules taxis. Et quand vous ne faites pas attention, le véhicule peut passer à côté de vous et vous n'allez pas remarquer. Donc nous, on ne sait pas le flair douanier. On observe de loin déjà, on sait à peu près si le véhicule est chargé. Donc là, l'intuition nous amène à voir qu'est-ce que ce véhicule peut transporter. Et on se rapproche pour voir, ou bien on l'arrête pour un contrôle de routine. Et quand on tombe là-dessus, on prend. La lutte contre la fraude ici, c'est vraiment difficile.
vu la porosité de nos frontières, la multiplicité des pistes et tout, sont vraiment hostiles aux formalités douanières. Vous êtes armés debout comme ça, ils foncent sur vous, ils ne veulent pas s'arrêter. On arrive quand même à les coincer. En termes de statistiques, nous avons pu saisir au total environ 2500 tonnes par rapport à la région Atakura-Donga. Et pour ce qui concerne le service régional, de façon spécifique, nous avons pu saisir environ 1800 tonnes de soja et acajou. Je crois qu'à ce jour, la peur a changé de camp. Nous avons saisi 73 tonnes, 360 kilos de cajou, noix de cajou, 70 000 tonnes, 400 kg de soja et 5 tonnes, 500 kg de maïs. Nous faisons en dehors des autres contrôles de routine, des contrôles classiques, des contrôles par renseignement pour pouvoir soutenir les actions du gouvernement. Nous y prenons pas une nouvelle réorganisation, une autre redéfinition de la philosophie même de la fraude. Nous sommes beaucoup plus organisés, beaucoup plus aguerris, beaucoup plus motivés pour faire face aux défis nouveaux que sont les différentes formes que présentent les fraudeurs qui évoluent avec le temps. Chaque régime qui accède au pouvoir au Bénin fait un effort pour préserver ce qui est un acquis. Il peut y avoir des moments où les journalistes, les professionnels des médias ont le sentiment que leur espace est restreint. Ça peut arriver et cela peut se justifier. En l'occurrence, lorsqu'on parle aujourd'hui de la liberté de presse, que beaucoup de professionnels des médias ne se retrouvent pas parce que le respect qu'ils doivent avoir aussi par rapport à ce qui est leur breviaire, c'est-à-dire la déontologie, ce respect n'est pas de mise. Et dans ces conditions-là, souffrez que de temps à autre, les professionnels des médias remettent en cause leur liberté. Aujourd'hui, vous avez des chaînes en ligne qui sont autorisées. Vous avez la presse écrite qui foisonne de plus d'une centaine de parutions quotidiennes avec les mensuels et les hebdomadaires et les journaux spécialisés. Vous avez plus d'une 112 journaux qui ont une existence légale. Et vous avez des chaînes de télévision qui travaillent sans restriction. Et la HAC, en ce qui concerne la régulation, n'intervient que lorsque il y a dérapage ou mise en danger de la cohésion nationale. Dans ces conditions-là, je peux me réjouir de ce qu'un pas est fait et que nous demeurons comment dirais-je, le garant de la protection de la liberté de presse au Bénin. Je peux vous dire que ce que vous faites en tant que journaliste, vous contribuez à l'œuvre d'un service public de la presse. Voyez-vous, c'est comme la justice, c'est comme la santé. L'information, lorsque elle n'est pas faite de manière professionnelle, lorsqu'elle n'est pas faite avec conscience, et surtout lorsque vous manquez de tout, votre objectivité prend un coup et la qualité de votre production aussi ne permet pas d'augurer d'une presse responsable et qui contribuera au développement de notre nation. C'est pour cela que d'ailleurs les résultats auxquels vont aboutir, je ne vais pas trahir un secret, les concertations telles que le président de la République nous l'avait assigné, les résultats aboutiront à des propositions qui permettraient d'avoir dans notre pays une presse de qualité, responsable et qui n'a qu'un seul objectif, informer à travers des éléments de qualité, des éléments qui permettent à notre jeunesse, à notre population marginalisée de pouvoir se raccrocher au train de développement qui est lancé depuis quelques années dans notre pays. L'aide de l'État à la presse, nous sommes en train de mener dans le cadre de la réforme des propositions qui permettront au gouvernement de réformer cette aide de l'État à la presse. Il va falloir
assainir la maison, d'accord, pour que l'aide de l'État aille véritablement aux professionnels qui le méritent, des vrais, ceux qui vivent de la profession et qui sont capables d'apporter une plus-value sur le plan de la production intellectuelle qui alimenterait vos différents organes, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision ou les chaînes, les nouvelles technologies qui, comment dirais-je, qui naissent et qui font aujourd'hui que nous avons une variété dans le paysage audiovisuel et de la presse aujourd'hui. Au Ghana, la raffinerie de pétrole de Telma du groupe Centio doit entrer en service fin août. D'une valeur de 1,98 milliard de dollars, elle devait produire 5 millions de tonnes de produits pétroliers, notamment du gaz de pétrole liquéfié, du carburant, de l'essence et du diesel, entre autres. La raffinerie intègre le programme gouvernemental Un district, une usine. Ses propriétaires discutent des modalités d'acquisition de 500 000 barils de pétrole brut issus des champs pétrolifères du pays pour sa première production. D'ici à 2025, l'infrastructure devait raffiner 4,26 millions de tonnes de produits pétroliers, alors qu'en 2022, la demande locale était estimée à 4,22 millions de tonnes. Le Ghana s'affranchirait donc de l'importation de ces produits avec à la clé une économie de devises estimée à 1,5 milliard de dollars par an. Accusé de terrorisme après l'incendie qui avait complètement ravagé le Parlement sud-africain en janvier 2022, Zandile Mafé est passé aux aveux jeudi devant un tribunal. Remonté, il a déclaré avoir brûlé intentionnellement le bâtiment. « Je n'ai pas peur d'une peine de prison à vie », a déclaré l'accusé, tout en demandant à la cour de lui infliger une peine allant de 25 ans à la perpétuité. Mais au regard de son comportement, une évaluation psychiatrique a été ordonnée afin de déterminer s'il est apte à être jugé. Selon un rapport d'experts, il n'était pas en mesure de comprendre le caractère répréhensible des actes pour lesquels il est poursuivi. La justice doit se prononcer en août sur la tenue ou non d'un procès pénal. L'incendie avait complètement endommagé le Parlement sud-africain. Sa réhabilitation doit prendre au moins 3 ans, son coût près de 120 millions de dollars. Zandile Mafé justifie son acte par sa colère contre l'inertie des pouvoirs publics face aux maux qui gangrènent l'Afrique du Sud. Le corps sans vie de Chérubin Okende, ancien ministre, député national et cadre d'ensemble, le parti de Moïse Katumbi, a été retrouvé jeudi criblé de balles dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa. Selon ses proches, il n'avait plus donné de ses nouvelles alors qu'il s'était rendu mercredi matin à la Cour constitutionnelle de la capitale congolaise. Chérubin Okende, 61 ans, avait démissionné en décembre de l'année dernière de son poste de ministre des Transports après le départ du parti Ensemble de la majorité au pouvoir. Moïse Katumbi, le président de cette formation politique et candidat déclaré à la présidentielle à venir en RDC, a dénoncé un assassinat politique visant à réduire l'opposition au silence, alors que le président congolais Félix Tshisekedi a demandé à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier afin, dit-il, de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. Alors qu'il recevait jeudi le président iranien à Harare, Emerson Mnangagwa a appelé à l'union des pays sous sanctions occidentales. Le Zimbabwe croule en effet sous le poids des restrictions imposées par l'Occident depuis 20 ans. L'Iran n'est pas logé à la meilleure des enseignes. Il est essentiel que nous, les deux victimes des sanctions occidentales, nous parlions. Les auteurs de ces sanctions ne voudraient pas que nous parlions. Mais parce que nous faisons partie des victimes, il est essentiel que nous leur montrions que nous sommes unis.
Une entente entre victimes matérialisée par la signature de divers accords, des mémorandums que le président zimbabwéen promet de respecter scrupuleusement. Nous avons signé un nombre record de 12 mémorandums d'entente. Je vous assure, mon cher frère, que de notre côté, en tant que Zimbabwe, nous suivrons religieusement ces accords. Cette visite intervient à quelques semaines de la présidentielle du 23 août au Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, 80 ans, est candidat à sa propre succession. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux a débuté à Nairobi, la capitale kenyane, jeudi, dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États membres du continent. Le thème cette année, accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. This 43rd ordinary session of the Executive Council. Cette 43e session ordinaire du Conseil exécutif se tient à un moment et dans un contexte particulier de la scène internationale marqué par des conflits et des crises diverses. Notre continent n'a pas été épargné, il a subi de plein fouet les différents bouleversements et désagrégations qui ont aggravé une situation déjà très fragile. Entre la crise soudanaise, l'instabilité politique au Mali et au Burkina Faso ou encore le réchauffement climatique, le continent doit faire face à de nombreux défis socio-économiques. La guerre au Soudan, le conflit à l'est de la RDC, le processus de transition au Mali et au Burkina Faso et en Guinée, la guerre en Russie et en Ukraine, qui pèsent lourdement et négativement sur la production agricole de l'Afrique, ce sont autant de préoccupations qui restent au cœur de notre programme politique et diplomatique. These are so many concerns which in fact remain at the very heart of our political and diplomatic program. La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre des accords et d'adopter de nouvelles décisions sur des enjeux de fond d'intérêt continental. La ZLECAf est une étape importante vers l'intégration économique de l'Afrique, recommandée par le traité d'Abuja en 1991 et répétée par l'agenda 2063. Cependant, il reste un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'intégration du continent et d'interconnectivité. Quelques 51 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE participent également à cette réunion de haut niveau. Leur session ordinaire se tiendra les 14 et 15 juillet prochains. Réunis au Caire, dans le cadre d'un sommet pour résoudre la crise soudanaise, les 7 dirigeants des pays voisins de la nation en guerre ont réclamé jeudi l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés. Nous exprimons notre profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire au Soudan et condamnons les attaques répétées contre les civils, les établissements de santé et les services publics. Nous appelons les dirigeants de la communauté internationale à redoubler d'efforts pour fournir l'aide humanitaire nécessaire et remédier à la grave pénurie de denrées alimentaires et de fournitures médicales au Soudan, afin de réduire les graves répercussions de la crise sur les civils innocents. L'Égypte, grand voisin du Nord, a reçu le plus gros contingent avec plus de 255 000 réfugiés, suivi du Tchad et du Soudan du Sud. Un accord a été conclu pour former un mécanisme ministériel concernant la crise soudanaise au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays voisins. Sa première réunion se tiendra au Tchad pour prendre les mesures suivantes: mettre en place un plan de travail exécutif comprenant des solutions pratiques et applicables, arrêter les combats et parvenir à une solution globale à la crise soudanaise par le biais d'une communication directe avec les différentes parties soudanaises, en coordination avec les mécanismes existants de l'autorité intergouvernementale pour le développement et de l'Union africaine. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a exhorté la communauté internationale, qui avait promis 1,5 milliard de dollars lors d'un sommet en juin, à tenir ses promesses.
Les dirigeants des 6 pays frontaliers du Soudan se sont réunis au Caire jeudi pour les pourparlers de paix les plus importants depuis que le conflit a éclaté dans le nord-est du pays d'Afrique de l'Est le 15 avril entre l'armée du général Al-Burhan et les forces paramilitaires de Mohamed Hamdan Daglo. Les dirigeants de l'Éthiopie, du Sud-Soudan, du Tchad, de l'Érythrée, de la République centrafricaine et de la Libye ont participé à cette réunion organisée par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous présenter la vision de l'Égypte pour la sortie de crise du Soudan qui repose sur les éléments suivants. Premièrement, appeler toutes les parties belligérantes à mettre fin à l'escalade et à entamer des négociations sérieuses en vue d'un cessez-le-feu immédiat et continu. Deuxièmement, appeler toutes les parties soudanaises à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et à ouvrir des voies de passage sûres vers les régions du Soudan qui en ont le plus besoin. Et enfin, mettre en place un mécanisme garantissant la protection des convois d'aide humanitaire et des employés des organisations humanitaires internationales afin de faciliter leur travail. Cette réunion intervient quelques semaines après l'échec des pourparlers dans la ville saoudienne de Jeddah, où les deux parties n'ont pas réussi à faire cesser les combats et ont violé les accords de cessez-le-feu. Les combats ont forcé plus de 3 millions de personnes à fuir leurs maisons pour se réfugier dans des zones plus sûres à l'intérieur du pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La canicule ne frappe pas que les humains, les animaux en souffrent tout autant. Le jardin zoologique de Rabat a mis en place des actions ayant pour objectif d'assurer le bien-être de ces animaux durant les fortes chaleurs. Bien que la collection animale ait été choisie pour sa capacité d'adaptation aux conditions climatiques du Maroc, certaines espèces méritent toutefois plus d'attention. Face à la vague de chaleur que connaît actuellement le pays, les équipes techniques du Jardin zoologique national de Rabat mettent en œuvre une série de mesures visant à atténuer l'impact de la canicule sur les animaux. Ces mesures concernent principalement les mammifères et les oiseaux. Ils reçoivent des repas congelés et des glaces en tenant compte du régime alimentaire spécifique de chaque animal. Mais ces aliments sont fournis en quantité limitée afin d'éviter les effets secondaires potentiels des aliments congelés. Les parcs animaliers utilisent presque tous les mêmes techniques pour éviter à leurs protégés de souffrir des fortes températures. La plus amusante est sans doute les glaces, en bâtonnet ou en bloc, selon la taille de l'animal, pour tous les goûts ou plutôt tous les régimes alimentaires, saveur fruits, poissons ou même sang de poulet. Nous utilisons des techniques de refroidissement pour prendre soin des animaux pendant l'été quand la chaleur est intense. Nous essayons autant que possible de leur fournir des blocs de glace pour rafraîchir l'air. Et nous douchons également certains animaux pour les protéger contre les fortes chaleurs. Chaque animal a un habitat naturel qui lui convient parfaitement. Le Jardin zoologique national de Rabat, qui s'est positionné comme l'une des attractions majeures du paysage culturel et touristique du Maroc, abrite environ 2000 animaux issus de près de 190 espèces. Il joue également un rôle crucial dans la sauvegarde de la faune rare et menacée, notamment les lions de l'Atlas. L'Afrique a dévoilé ses groupes pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 9 groupes de 6 ont été tirés au sort alors que pour la première fois, le continent sera représenté par au moins 9 pays, conséquence du nouveau format de la compétition adopté par la FIFA. Le Sénégal, champion d'Afrique, doit défier les léopards de la RDC, la Mauritanie et le Togo entre autres, dans le groupe B. Nigérians et Sud-Africains s'affronteront dans la poule C, tandis que le Cameroun rencontrera le Cap-Vert et l'Angola dans le groupe D notamment. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition du mondial, hérite d'un groupe composé du Congo-Brazzaville, de la Zambie et de l'Érythrée entre autres, alors que Maliens et Ghanéens se retrouvent dans le groupe I. Le premier de chaque groupe est directement qualifié. Les 4 meilleurs deuxièmes joueront un mini-tournoi en novembre 2025. Le vainqueur tentera de composter son billet face à une sélection d'un autre continent. Le top départ des éliminatoires sera donné en novembre, dans 4 mois donc.